de TV Liberté, bonjour. Nous filons tous les trois au cinéma. Bonjour Frédéric, bonjour Arthur. Bonjour Anne. Et nous partons en Amérique Bonne idée. avec la chute de l'Empire américain. Au Québec surtout. Et oui, enfin sur le continent nord-américain, vous êtes bien d'accord? Et c'est amusant parce que en même temps, il y a ce film, la chute de l'Empire américain, et en même temps, il y a ce Boeing qui tombe, et qui tombait déjà 2 fois, ce nouveau Boeing, et plus personne ne veut monter dedans. C'est étonnant. Juste un petit rapprochement. Petit raccourci. Voilà. Oui, donc la chute de l'Empire américain, alors malgré son titre un peu aguichant, c'est pas le 3e volet du cycle qu'Arcan avait commencé avec le déclin de l'Empire américain et les invasions qui avaient été oscarisées. Alors on sent un peu la com et tout, on est sur du Arcan, c'est-à-dire qu'il veut faire une photographie de l'époque. Sauf que là, on est tout de suite sur dès l'ouverture, on voit et on découvre qu'on est sur un style complètement différent. Donc rapidement, l'histoire, c'est Pierre-Paul qui a 36 ans, qui est doctorant en philosophie, qui se croit supérieurement intelligent, qui l'est. Non, il est intelligent, il est obligé de rembourser sa dette, parce qu'aux États-Unis, sur le continent américain, les étudiants doivent payer très cher leurs études. Donc pour payer sa dette, il est livreur. Il est livreur, mais il explique quand même à sa femme, à sa petite amie, qu'il la quitte parce qu'il est trop intelligent pour dire je t'aime, qu'il est aussi trop intelligent pour gagner de l'argent. Parce que regardez Trump, il faut être con pour gagner, il faut être con pour gagner de l'argent. C'est ce qu'il explique, ce qui est assez drôle, quoi, c'est du Arcan. Et donc il va se retrouver malgré lui dans un braquage, et il va se retrouver avec 2 valises pleines de bifetons, 2 millions d'euros, et bizarrement, l'attrait de l'argent, il les prend, il embarque avec. Et ça va bousculer évidemment toutes ses valeurs, parce qu'on découvre assez rapidement qu'il est quand même tendance socialiste, un peu utopique. Et donc on retrouve un peu la part d'Arcan, quoi, avec ses dialogues et ses personnages. C'est j'ai besoin d'aide, j'ai trop d'argent, c'est des choses comme ça. C'est ces personnages qu'on avait vus dans le déclin, que dans les invasions, qui sont timorés mais en même temps très érudits, et qui pour échapper à tout dilemme moral balancent une citation puis s'en vont. On est un peu là-dedans. Et puis ce qui est assez sympathique, c'est qu'on a un cadre qui est plus léché, qui est plus travaillé. Parce qu'Arcan, il s'est filmé quand même, il y avait un esprit, il y avait un truc, mais il cadrait à moitié, c'était pas très agréable. Là, on est vraiment sur un truc assez léché, plus travaillé, et dans un ton qui est plus fable. On est un peu dans Pretty Woman version socialiste, en fait. C'est une fable, c'est une parabole, je dirais même c'est une charge. Non, mais c'est une charge, évidemment. C'est une charge politique. Il y a 2 braquages. Il y a le braquage des petits braqueurs de terrain, si je puis dire. Et puis, il y a le braquage, c'est-à-dire l'évasion fiscale. Oui, c'est ce qu'ils dénoncent. À l'échelle mondiale. À l'échelle mondiale, et eux-mêmes, ce petit groupe, donc Pierre-Paul, qui dans son aventure va se retrouver avec une... Non, mais on ne va pas dévoiler le truc, mais qui va se retrouver avec une escort gueule de luxe qu'il a choisie comme première dépense parce qu'elle citait Racine, et puis avec un espèce d'ancien braqueur qui se reconvertit... Tout de même, non c'est ça très change, bien. on est dans un autre monde. La fille est charmante, et on sent qu'Arcan l'aime beaucoup d'ailleurs, parce qu'il la filme merveilleusement bien. Oui. Je ne dirais pas ce que m'a dit un ami québécois, cette personne qui est animatrice télé, qui fait descendre tout d'un coup un peu ce qu'on pensait d'elle, mais c'est pas grave, on est dans un film. Et puis il se retrouve avec un ancien braqueur qui est devenu expert comptable en optimisation fiscale. Arthur, doucement. Je parais tout doucement. Donc on est toujours sur cette photographie de l'époque, sur cette charge contre l'argent, qui est l'origine des mots de tous nos mots. Sauf qu'on a perdu ce qui faisait vraiment la particularité, la singularité d'Arcan, qui était l'amertume réac, qui était le cynisme un peu désabusé. Non, et vous savez pourquoi? Vous savez pourquoi? Vous allez me le dire alors. Parce que le film est un film catholique. Est-ce que vous avez vu ça? Est-ce que vous avez vu ça? Ouais. Est-ce que vous avez vu ça? Non, le gars... Attends, non, mais il y a plein de signes. Non, mais il y a des signes. Et la phrase principale, c'est... elle lui dit, l'argent pourri, ne le prend pas. Et lui répond, non, l'argent ne me pourrira pas. Et qu'est-ce qu'il fait avec cet argent? Il le donne. En tout cas, il en donne une partie. Il donne une partie à ce pauvre qui a besoin... Parce que le type travaille dans une association pour soutenir tous les pauvres qui sont dans la rue. On a là, vous êtes en train de tout dévoiler. On a des photos. Oui. Non, on a des photos... Non, je dis pas tout. On a des photos, des portraits de gens qui sont dans la rue, qui viennent des pays du monde entier. C'est très, très poignant. Oui, alors ça, justement, c'est un peu et c'est pour ça que ce n'est pas cynique. Ah, si. Mais non, c'est pas cynique, ouais. C'est l'argent doit être... C'est la leçon, c'est l'argent doit servir au bien commun. Oui, l'argent doit servir au bien commun, énorme. Mais les différences... Et je vais lâcher le mot énorme, affreux, ancien, 19e, charité. Oui, charité. On connaît la charité aussi. Quand on va au cinéma et qu'on trouve un scénario comme ça, on se dit, mais c'est un miracle. Oui, mais sauf que vous oubliez quelques failles dans le scénario.
Parce que moi, je veux bien Je le les ai côté pas catholique, tout Je ça, les ai pas sauf vus. qu'il y a une petite différence, c'est que le type qui vole de l'argent, le garçon en question, Pierre-Paul, qui pique les Il ne billets, vole pas de l'argent, il ramasse il ramasse l'argent. un sac qui était comme ça, qui lui appartient pas. Parce qu'on ne contredit pas son destin. Oui, on contredit Le pas le destin destin. vous offre, Sauf qu'il y a des conséquences. sur vous ça. offre de l'argent. Là, les gens qui ont volé Ça dépend. l'un est blessé, S'il y a l'autre est l'adresse de mort. celui à qui ça appartient. Bah, il y a l'adresse. Il- Non seulement il y a l'adresse, mais en plus, il sait au cours du film Donc qu'il y a des c'est volé. conséquences. Et que les conséquences, Ah, bien sûr, oui. c'est des morts. Bien Et que, sûr. pardon, j'ai pas vu dans Oui, la oui. Bible quelqu'un disait tu piques l'argent, tu vas faire la machine à laver, tu vas en faire du bien. Les conséquences, c'est qu'il y en a 2-3 qui vont se Oui, faire flinguer. non, Tu le sais, mais- mais c'est pas grave. Ça s'appelle la version socialiste. Oui. C'est qu'en gros, j'ai Non, le bien, non, j'ai le non, mal, non, je peux me non, permettre de non. sacrifier des gens pour le Non, bien. non, Et c'est non. le problème d'Arcan, c'est que s'il était resté dans la fable, un peu Pretty Woman, on a vraiment Pretty Woman version socialiste, c'est ça qui est vraiment amusant. Non, non, Eh ben non, ok, le problème c'est qu'il verse dans le réalisme, avec des photos notamment à la fin, qui sont vraiment obscènes, de je prends tous les clochards inuits, que je filme face caméra, il y a une scène de torture qui est vraiment ignoble, il rend du réalisme là-dedans, résultat ça charge qui Mais était ça un n'a peu rien d'obscène. sympathique. Non, c'est du voyeurisme. C'est ce qu'on voit Non, dans les rues de Paris. mais- non, mais d'accord, Vous mais là, on pouvez est dans pas, du à cinéma. partir de 7h du soir dans Paris, C'est pas regardez le problème, c'est les pourquoi gens il qui le sont fait. couchés par Pourquoi il terre. fait ça? Il fait ça pour justifier son truc. Et le problème, c'est qu'on se retrouve dans une idéologie qui est binaire, Non. qui est simpliste, qu'on appelle le socialisme. Non, il y a non. le bien, il y a le mal. Je peux me permettre de faire le bien parce que je définis ce que c'était, quelles que soient les conséquences. Et les conséquences dans son film, c'est qu'il y a des morts. Arthur. Donc c'est pas catholique, Non, ça, pardon. Arthur, c'est pas lui qui les provoque. Arthur, Mais il les connaît. je renifle, je suis un chien de chasse et la propagande, je la renifle des Je kilomètres. dis pas que c'est à une la ronde. propagande. C'est pas une ne- propagande du tout, Et c'est le juste la nature qui socialisme, revient. Je ne sens pas une once de socialisme ou alors le catholicisme, c'est du socialisme. C'est ce que beaucoup de gens On disent. appelle le socialisme catholicisme catholicisme dévoyé. social. C'est ce Ou que dévoyé. beaucoup de gens C'est- disent. Moi, j'ai absolument pas senti ça. J'ai ri parce que les dialogues sont Mais extrêmement oui, c'est enlevés. Arcan, il sait faire ça. C'est intelligent. Bah, moi, j'ai comme plus tout. ri dans les invasions Le couple, et dans le déclin. Le couple, donc cet asphasie qui dit, dont tombe amoureux notre héros. C'est absurde. Que les deux Une sont fille très superbe beaux. qui est pétée d'argent va se taper un type qui est Ah, parce que vous complètement. pensez que toutes les femmes ont besoin de... Non, je dis pas ça, c'est qu'il y en a. Toutes les femmes ont besoin de Alors, grosses thunes. Non, c'est Bon. que je dis, elle est belle, Eh oui. elle a de l'argent, elle a le pouvoir, lui, il a rien. Elle est malheureuse. Elle est malheureuse. C'est aussi une attaque des comportements divergents. Ah, mais ça, je sais, Son oui. premier c'est, mari pété de thunes. sa charge, lui, la la prenait charge comme un d'Arcan, garçon. c'est il dénonce notre époque qui critique la prostituée et qui voilà. enjambe le clochard pour cacher son argent. C'est très bien. Le problème, c'est que ça reste très binaire et que le binaire marche Non. dans une fable. Je n'ai- Et quand on assume le côté cinéma et quand il veut rentrer dans le réalisme, là, ça devient idéologique. Moi, j'ai rien trouvé de binaire, je n'ai rien trouvé d'idéologique. J'ai passé un moment extraordinaire. Chers auditeurs, allez-y et revenez vers nous et donnez-nous votre avis. Non, je vais aller le la voir, don- moi, et je vous départagerai. Et Frédéric bon nous arbitre. dira. Et dernier truc, délicieux, oui, délicieux. La police est à leur trousse et ils sont empêchés par quoi? Par des manifestations. Le gilet jaune. Les gilets jaunes du coin. Oui. Et avouez que c'est quand même plein Oui, d'humour. c'est drôle. Mais alors après, C'est plein d'humour. la police est une caricature affichée et ouverte des policiers de série américaine. C'est Oui, ce qui est amusant, d'ailleurs. absolument, absolument. En tout cas, vraiment, on prend un grand plaisir sur cette fable. Et personnellement, j'ai beaucoup aimé. À vous, Frédéric, qu'est-ce que vous nous proposez? Alors avant de vous proposer, je voulais vous donner quelques chiffres de l'année 2018 qui sont Oui. pas inintéressants. C'est la rentabilité des films. Oui. Ça, c'est Français. intéressant. Oui, La rentabilité des films français, Prends mon entre crayon. autres. Et alors que, effectivement, ça peut s'améliorer parce que vous avez toujours après des ventes à l'international, des ventes à bord des avions, enfin, ça c'est peanuts. Alors, celui qui a été le plus rentable, c'est L'Amour flou, avec Boringer. Il a fait 194 000 entrées, il a un coefficient de 155%. Ah oui. Ensuite, vous avez Les Tuches 3, qui a fait 5 700 000 entrées, et 151%. Tout le monde debout Du Bosque. du Bosque. Franck, 2 400 000 entrées, ça tombe tout de suite à 84%. Alors, il y a toute une liste que je vous épargnerai. Je prendrai le dernier, mais toi, bouge-toi les oreilles, parce que c'est volontaire, 137 000 personnes qui l'ont vu, donc c'est un désastre, 11%. Un désastre. Et c'est un désastre, puisque c'est un film le plus mauvais, moi, de l'année 2018. Bouge-toi les oreilles, le plus mauvais, le plus menteur, le plus féministe idiot. Donc, il a fait 11%. Voilà. Mais c'est pas un désastre, 137 000 entrées dans le cinéma français.
Bah, quand pas on voit que énorme, l'amour fou c'est- qui est en tête de Renta fait 194 000 entrées. Oui, c'est Bah, vrai. Oui, ce qui- mais ce ça, qui ça veut m'inquiète- dire, mais ça veut dire, attendez, ça veut dire qu'il a coûté très peu cher, c'est ça le problème. Mais l'autre aussi. Tandis que l'autre a coûté plus cher, et en plus, Mais pas beaucoup plus cher. 137 000 entrées, bah, pour tomber à 11%, il a fallu que ce soit beaucoup plus cher. Oui, Ce non, qui mais m'amuse, c'est c'est, qu'on a, oui, on non, a mais je chroniqué pose des chiffres. que le film Tout le monde debout. On n'en a chroniqué aucun autre. Si, volontaire, on l'a chroniqué. Ah, J'en oui, ai oui, dit oui, beaucoup de oui, bien. oui, Si, on en Mais a si, beaucoup oui, parlé. un grand On en a film. beaucoup Oui, oui, parlé. oui, bien L'amour sûr. flou, c'est avec Boringer. On a Alors parlé sinon... de Aucun souvenir. Non, moi non plus. Mais c'est pas mal. Alors, je vais vous parler film. de Vice. Oui. Vice pour vice-président, mais enfin Oui. aux États-Unis, c'est le vice personnifié. Donc, c'est un peu la vie de Bannon. Oui. Célèbre avec Rumsfeld, hein, les deux compères, qui étaient avec Bush fils, donc on sait, alors vous avez le 11 septembre, on vous montre tout ce qui se passe, c'est un peu sur la carrière de Bannon. Alors ce qui est très intéressant dans le film, c'est d'abord C'est l'interprétation. pas Bannon, c'est Dick Cheney. Dick Cheney, pourquoi je dis Bannon? Parce Oui, que oui, Bannon oui. est dedans aussi. Absolument, Bannon était aussi Bannon, dans le coup. c'est aujourd'hui. Non, pardon, oui. C'est Dick Cheney, absolument. Dick Cheney et Rumsfeld. Merci d'avoir réparé cette grosse erreur. Et donc, nous avons évidemment le 11 septembre. On voit comment se dessine la machine aussi pour aller contre les terroristes, mais en même temps... tout faire pour les libertés publiques, ça permet aussi de pouvoir surveiller tous les gens aux États-Unis. On voit les mensonges de ces gens-là. On voit l'invasion de l'Irak, basée sur les mensonges. On voit comment ils ont manipulé Colin, le pauvre responsable, qui est allé déclarer qu'il y avait effectivement des armes chimiques, Oui, enfin oui. tous les mensonges qu'on a eus, etc. Et on voit donc la vie de cet homme-là. C'est bien fait parce que... C'est une d'abord, grosse charge. C'est une grosse charge. Oui. Alors, c'est à charge. C'est bien fait parce que... c'est bien fait. Non. Ce qui est intéressant, c'est que c'est remarquablement interprété par Christian Bale, qui a grossi, qui est très bien, qui est un excellent acteur. Alors, ce qu'on pourrait récuser, effectivement, c'est que pour moi, le fond est très intéressant, la forme est déplorable. Il a joué un petit peu comme Michael Moore, en faisant des inserts, etc. Mais Michael Moore était drôle. Tout d'un coup, il mettait des cow-boys et des Indiens, etc. Et on voyait un petit peu ce qu'il voulait dire. Là, c'est un peu idiot quand il a une attaque cardiaque à un moment, parce qu'il a eu une attaque cardiaque. Alors, on voit des chirurgiens avec un gros cœur, etc. C'est un peu absurde, la façon dont il le présente. C'est ça qui est désagréable. Et puis, il montre le côté, évidemment, c'est à charge. Tout le temps, sauf qu'à la fin, il s'explique en disant « Oui, mais vous comprenez, dans ces cas-là, il faut le patriotisme, il faut faire, etc. » Oui, tout le monde sait, et c'est bien mis dans le film qu'il avait sa société à Liborne, qui ont travaillé dans le pétrole, etc., qui ont fait des bénéfices de 500%, etc. Derrière, on sait ce qu'il y avait en Irak. Alors, Ça s'appelle un patriotisme en or. un patriotisme en or. Alors, c'est intéressant sur le fond, mais sur la forme, c'est très, très décevant. D'accord, d'accord. Exfiltré? Alors, Exfiltré, oui, c'est un film intéressant. C'est l'histoire d'un infirmier qui s'appelle Sylvain, qui a épousé, tant pis pour lui, ça lui apprendra, qui a épousé une noire subsaharienne qui est naturellement musulmane. Ils habitent à Romainville, dans le 9-3. Et tout d'un coup, elle vient le voir et elle lui dit « Oui, je dois partir en Turquie. Tout ça, c'est pas très bien expliqué. Lui, naïf comme un con, ne dit rien. Elle dit « Je pars avec une telle, je pars en Turquie. » Puis il s'avère qu'au lieu de partir en Turquie, elle passe par la Turquie, elle va directement à Raqqa pour aller aider Daesh. C'est basé sur une histoire vraie. Et en fait, une fois qu'elle arrive là-bas, elle travaille dans un hôpital. C'était pas pour prendre le fusil, mais elle travaille dans un hôpital pour soigner les pauvres blessés de Daesh, etc. Elle se rend compte qu'elle s'est quand même un petit peu trompée, que c'était pas ce qu'elle pensait. Que c'était quand même assez dur, donc elle a envie de rentrer en France. Quand elle dit ça à ses supérieurs, ceux qui l'ont fait venir, etc., ils disent « Il n'en est pas question, tu restes là », enfin, vous voyez le genre. Donc elle se retrouve coincée, elle essaie de s'échapper, là on la met avec des femmes entièrement voilées, elle est coincée, etc. Finalement elle réussit un peu à s'échapper, et c'est là que le film, parce qu'au début c'est quand même pris caméra au point, ce qui est un peu... pas terrible, je trouve, bon, pour donner cet aspect réalisé, mais c'est pas terrible. Et ensuite, la deuxième partie, qui est quand même les 2 tiers du film, c'est quand, effectivement... Elle essaye de partir. Elle essaye de partir. Lui reçoit un appel quand même, elle dit « je veux rentrer, etc. » Donc, ils font appel au gouvernement français qui leur fait comprendre qu'on ne va pas sacrifier les agents secrets pour une pauvre fille qui est allée se mettre dans les mains de Daesh volontairement. Donc, avec des amis, il essaie de réunir la somme, et puis il se trouve qu'il connaît un professeur dont le fils habitait là-bas, et connaît l'arabe, etc. Donc, ils montent leur exfiltration, et l'exfiltration est faite et réussie.
Ceci étant, cette deuxième partie assez longue, enfin disons peut-être les 2 tiers de la fin du film, il y a un super rythme, vraiment on est pris par l'affaire et on se dit comment ils vont s'en sortir. C'est très bien fait, très bien monté. Et l'histoire qui est véridique, c'est qu'en fait, elle est rentrée avec son petit-fils, avec le fils, parce qu'il y avait le petit garçon, et elle a eu 3 mois de prison pour partir à l'étranger avec l'enfant pour séquestration. Très bien, très très bien. C'est bien fait. Elle est un film que nous avons aimé tous les deux. Arthur, Laurel et Hardy. Et même moi aussi, vous voyez. Nous Vous sommes aussi, 3. tous les trois. Oui, Laurel et génial, Hardy, oui, donc c'est c'est... vrai, comédie. On est sur... Alors, si le film commence de mémoire en 37, au moment où Laurel et Hardy sont en pleine gloire, on est dans une espèce de plan séquence à l'intérieur d'un studio hollywoodien qui montre tout l'envers du décor. Le film bascule et commence en 62 réellement. Laurel et Hardy sont en fin de course, se retrouvent pour une tournée en Angleterre, dans des petits théâtres, ça marche pas très bien. Et ce qui est intéressant, c'est que de ce tandem, qui ne marche qu'en tandem, quand on connaît Laurel qu'avec Hardy et Hardy qu'avec Laurel, le réalisateur va nous essayer de décrypter pourquoi ce tandem a marché et va jouer à double sens, c'est-à-dire qu'il va révéler que c'est parce que ce sont des 2 immenses pros avec 2 grands talents qui se complètent que ça fonctionne, mais qui sont infoutus de comprendre que leur histoire dépasse simplement le professionnalisme. C'est et que tout leur lien, d'une amitié. mais qui ne savent pas que c'est une amitié. Et qu'ils font perdurer ça C'est-à-dire que... parce qu'ils ont peur de perdre ce qu'ils ont créé, leur duo. Et donc le film va s'atteler à essayer de révéler un peu les fêlures de ça, comme un espèce de vieux couple qui est pudique, parce qu'ils ont peur de casser ce qu'ils ont construit, et qui vont découvrir, et nous avec, que ça tient parce que c'est une réelle histoire d'amitié. Donc c'est un film qui est assez classique, assez académique d'ailleurs par endroits, Oui. mais qui touche par sa mélancolie, qui touche par son duo d'acteurs. La pudeur des acteurs aussi. Il y a une interprétation qui va au-delà de l'insingerie, parce que quand on interprète des personnages comme ça, dont tout le monde connaît au moins la figure et au moins l'apparence, on met beaucoup de maquillage, on met des prothèses et ça ressemble. Mais malgré ça, ils arrivent à sortir autre chose que ça, quoi. Mais ils sont tout de même fabuleux dans l'interprétation. Parce que moi, j'ai passé mon enfance tous les dimanches avec Laurel et Hardy, donc j'y allais avec joie mais inquiétude. Et j'ai retrouvé mon Laurel et Hardy, et on rit dès qu'ils apparaissent pour un sketch, et même sans sketch, puisqu'il y a le sketch, ils montent dans cet hôtel miteux avec 10 valises, et les valises qui redescendent parce qu'elles sont trop lourdes. C'est le fameux sketch pour moi qui est un des meilleurs, l'escalier et la descente du piano, la montée du piano, du déménage. C'était le seul film où ils ont reçu d'ailleurs un Oscar, c'est sur celui-là. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'ils font les inserts dans ce film-là, des sketchs dans leur vie, dans ce qu'ils montrent en tout cas au cinéma, mais anglais de manière mélancolique. La scène justement de la valise, ça souligne la faiblesse ou en tout cas la destruction physique de Hardy. Oui. La scène sur le lit d'hôpital quand Absolument. Hardy est alité et que Laurel mange son œuf, qui est une scène purement comique, de sketch, de mécanique de sketch. On a cette même scène-là à la fin, on ne racontera pas, qui est très émouvante. C'est toujours corrélé à ça. Et c'est pour ça que c'est un film qui est très, très délicat. Très touchant. Très délicat. Vous avez fait un très joli papier dans L'Incorrect, qui s'appelle « Le crépuscule d'un tandem ». Et ce qui est intéressant aussi, c'est d'avoir incorporé les 2 femmes qui font venir et qui font partie du scénario. Et c'est très intéressant de voir comment elles sont vis-à-vis de leurs hommes et comment elles sont entre elles aussi. Qui sont très très différentes et très intéressant. Et c'est une belle histoire. Et c'est une belle histoire aussi. C'est une très belle histoire. Très belle histoire aussi. Et ils n'ont pas exagéré non plus sur l'éthique, parce qu'on le voit 1 ou 2 fois, Laurel, vous savez, se gratter le crâne comme ça, et puis avec le petit truc. Et je trouve que c'est d'autant fort comme film que moi, je ne suis pas du tout un fan de Laurel et Hardy. Ah oui. Moi, c'est Harold Lloyd, c'est Buster Keaton. Je n'aime pas Laurel et Hardy. Ils m'ont très peu fait rire. Et ça, je trouve ce film extraordinaire. Mais Buster Keaton est fabuleux aussi, mais Laurel et Hardy, c'était quand même quelque chose. Mais ça, pour les comiques, il y a difficile de partager. Ce qui m'amuse, c'est de penser que après-guerre, parce que tout de même, je ne suis pas d'avant-guerre, c'était déjà complètement ancien. C'était 37, la fin. C'est ça qui est inouï. Et c'était quand même un temps où j'ai envie de dire, les artistes duraient beaucoup plus longtemps. Parce Et surtout, eux, leur particularité, c'est qu'ils ont réussi à passer, ce qui est très rare, du muet au parlant. Oui. Ils ont réussi à survivre à ça, quoi. Et, ce qui est quand même... ils ont fait plus de 120 films, c'est quand même très rare. C'est rare, quoi. Non, c'était une jolie histoire. Bon, vous avez encore
vous avez encore... c'est Convoi exceptionnel, Frédéric? Alors, Convoi exceptionnel de Bertrand Blier. Et Alors, casting exceptionnel, puisque vous avez Gérard Depardieu, vous avez Christian Clavier, vous avez Sylvie Testu, Alexandra Lamy et Édouard Baird. Donc, vous avez un beau casting pour un film que je n'ai absolument pas compris, parce que c'est incompréhensible. C'est l'histoire de Foster qui rencontre Topin. Foster, c'est Clavier, il rencontre Topin dans la rue, qui est Depardieu. Il prend avec lui, ils ne se comprennent pas. Oui, tu viens avec moi, non, je viens pas. Non, je viens pas, je viens, etc. Tout ça parce qu'il y a un script. Alors, il lui explique qu'il y a un script et sur son feuillet, il doit aller tuer quelqu'un. Alors, ils arrivent sur la personne en question, l'autre sort son script, c'est la bande-annonce. Sort son revolver en lui disant « moi j'ai un autre script », etc. Donc, il s'enfuit et ensuite, il recherche les auteurs du script. C'est un méli-mélo, complètement, je n'ai rien compris, c'est ridicule, ça n'a absolument, pour moi, absolument aucun intérêt. Aucun intérêt. C'est du Blier dans toute sa splendeur. Bon, alors on oublie. Il n'a rien. On oublie. Toute sa mauvaise splendeur. Il y a un propos de manuscrit. Oui, dans sa mauvaise splendeur. À propos de manuscrit, il y a le mystère de Henri Pic à aller voir, qui est une merveille, mais une merveille. Alors, c'est l'histoire d'un présentateur de cinéma, de livres, une sorte de Bernard Pivot, mais probablement moins indépendant que Bernard Pivot, qui, des directrices d'édition, propose un livre qui est très beau, qui est devenu un best-seller, et dont l'auteur serait un pizzaiolo. Et notre critique, quand même les critiques sont des gens, ceux qui font sérieusement le métier, sont des gens qui savent reconnaître une plume, pense qu'il y a une arnaque. Et il va tout quitter, et d'ailleurs il est vidé, et il va chercher qui est l'auteur du manuscrit. Je ne vous en dis pas plus, mais c'est extrêmement intelligent, brillant. On se balade entre Paris et le quartier latin, avec tous les lieux cultes de l'édition, entre Gallimard et les bars du Pont-Royal et tout. Et la presqu'île de Crozon. Et cette enquête, et alors Lucchini a évidemment un bonheur à chercher, à mettre la pagaille partout. On prend un grand plaisir, c'est extrêmement intelligent, et je trouve que c'est une réhabilitation de la véritable écriture à côté des coups éditoriaux, si vous voulez. Voilà, donc allez-y, vous serez heureux. Encore un dernier petit film, mais ça c'est pour vous dire de absolument pas aller le voir, si vous en avez envie par hasard. Si vous avez des idées saugrenues comme la mienne, d'aller voir ce film qui s'appelle Terrette, de Glavonic. Parce que le sujet, c'est en fait, pendant la guerre du Kosovo en 1999, un camionneur qui est là, qui a du mal à gagner sa vie, enfin ils sont tous en guerre là-bas, on sait ce qui s'était passé, et l'armée lui confie un chargement, mais il ne doit pas s'arrêter avant d'arriver au port. Et dans le chargement, on ne sait pas ce qu'il y a, donc on se dit, bon, alors non seulement à la fin du film, on ne nous a pas dit ce qu'il y avait dans le chargement, sauf qu'on le voit envers des trucs, on ne sait pas exactement ce que c'est, on sait que ça devait être assez ignoble, on ne sait pas ce que c'est. Et pendant tout le film en noir et blanc, il ne se passe rien. Il rencontre un jeune qui va à l'endroit, il discute dans le camion, il s'arrête, il fait pipi. Et c'est beau, les paysages sont beaux. Il revient en noir et blanc, non pas spécialement, c'est l'hiver, donc l'hiver en Yougoslavie, je ne sais pas si vous y êtes allé. C'est blanc. C'est épouvantable. Et le pire, c'est que lui, il a dit, j'avais beaucoup aimé le salaire de la peur et ça m'a inspiré. Voilà, c'est ce que vous m'avez... C'est ce à quoi j'avais pensé quand vous racontiez l'histoire. Mais non, mais malheureusement, on en est très très loin. Le salaire de la peur, c'est un très beau film. Bon, bien sûr. Mais Arthur a encore... Deux petits documentaires. Un qui s'appelle Depuis Mediapart. Et donc, comme son nom l'indique, la réalisatrice a décidé de poser sa caméra dans la rédaction de Mediapart. Et on se situe quelque temps avant l'élection présidentielle, pendant l'élection et quelque temps après. La première partie n'est pas très intéressante parce que le parti pris de la réalisatrice de rester uniquement dans les locaux et de ne pas sortir des locaux fait qu'on a une succession de dossiers qu'on connaît un peu, les affaires libyennes de Sarkozy, l'affaire Baupin, le Football Leaks, mais on a l'impression un peu de suivre un empilement de dossiers sur un bureau de juge d'instruction, quoi. Donc on n'a pas
Elle fait pas de commentaires, elle sort pas du bureau pour montrer l'autre côté. Bref, on n'a pas le début, ni le milieu, ni la fin. Ce qui n'est pas très intéressant, au-delà du côté amusant de plonger dans une rédaction comme ça, en immersion dans une rédaction. Par contre, la deuxième partie, qui est sur l'élection présidentielle, est beaucoup plus intéressante, parce qu'on s'amuse en fait de voir un peu ces petites querelles d'alcôve dans une chapelle qui s'appelle La Gauche, qui est une chapelle de plus en plus petite, où ils le disent clairement dans les conférences de rédac, qui prennent le métier de journaliste comme un rôle citoyen et donc de militant, et qui ne comprennent pas comment Trump a été élu et pourquoi Marine Le Pen, il n'y a pas de manifestation lorsqu'elle accède au deuxième tour. Voilà, donc on s'amuse de voir ça, ce journalisme qui cherche des révélations, mais qui en même temps est complètement paumé parce qu'ils n'ont pas de repères, parce que leur courant politique n'est pas incarné. Donc c'est très amusant de découvrir ça. On regarde ça un peu comme dans un zoo. On découvre que Plenel est quand même vraiment talentueux et vraiment doué. Une petite scène comme ça, rapide. Comme tous les médias, il y a des journalistes chargés de courant, et notamment celle qui est chargée de la droite, conservatrice, Manif pour tous et tout, explique à Plenel, je déteste ces gens-là, je les haïs, je déteste la Manif pour tous. Et le Plenel lui fait la leçon en disant, non, mais détrompe-toi, c'est pas ceux d'avant. Eux, ils sont intelligents, eux, ils sont cultivés, ils ont une colonne vertébrale. Et là, c'est intéressant. Donc on découvre des petits trucs comme ça, assez amusants. Et puis le coup du spectacle, c'est on découvre Plenel qui est en larmes lorsque Macron est élu président. Non pas de larmes de joie parce que Marine n'a pas accès de pouvoir, mais parce que Macron est là et Macron va tuer ce qui reste de la gauche et surtout son espoir de 6ème République parce qu'il sait que Macron va être encore plus roi soleil que les autres. Donc voilà, c'est vraiment amusant. Ça dure pas très longtemps, ça dure 1h20, 1h15. Et voilà, pour ceux qui aiment des plongées immersives dans des endroits, c'est quelque chose d'intéressant. On voit souvent Plenel dans le film. Oh, mais on le voit passer comme ça, quoi. Et puis, un deuxième documentaire qui est Leur Souffle, qui est pareil, voilà, une immersion dans un couvent de moniales bénédictine à Aix-en-Provence. On suit Sœur Bénédicte. La caméra, en fait, commence, la caméra se monte ses vœux perpétuels, fixe ce visage, et les 10 premières minutes sont vraiment éblouissantes. On voit cette caméra qui fixe, on voit ce regard fixé par la caméra, et puis on discerne, c'est ça qui est beau, une espèce de bouillonnement un peu intellectuel, et puis en même temps une joie de l'âme. Elle a un très beau regard. Oui, mais ça dure longtemps, ça dure un quart d'heure, parce que la spécificité de ce film, c'est de détirer les plans. Ça va être aussi son défaut principal. Et là, on voit tout le bouillonnement dans ce visage, au moment des vœux, au moment de... Voilà. C'est très très beau. Et ensuite, le plan d'après, on a un plan fixe sur l'ouverture des portes de l'abbaye. À gauche, c'est les ecclésiastiques, à droite, la famille. Elle sort du plan pour dire au revoir comme ça, on sent une espèce de déchirement. Les portes se ferment et puis les voix s'élèvent des bénédictines et puis ça coupe. C'est vraiment... Il se passe un truc pendant ces 10-15 premières minutes. Le problème, c'est qu'ensuite, ce souffle, le film s'appelle Leur Souffle, et ce souffle qu'on voit au début, il disparaît vite parce que on est dans une succession de plans très longs et on sent que les deux réalisateurs, une femme et un homme, une qui est catho d'ailleurs, l'autre qui est athée, refusent est trop respectueux de ce qu'ils observent. Et donc ils refusent de créer quelque chose. Et le résultat, on s'ennuie. Alors que le cinéma, c'est ça, quoi. C'est créer, c'est monter, c'est opposer, c'est couper, c'est rajouter des choses pour mieux, justement, essayer de révéler quelque chose qu'on ne voit pas. Et là, ils sont trop respectueux, ça ne marche pas, quoi. Donc c'est très beau un quart d'heure, et puis ensuite, ça s'étire. Ils sont trop respectueux ou ils n'étaient pas capables de le faire, c'est difficile? Non, c'est un vrai parti pris. C'est un vrai parti pris qu'ils expliquent. Et le problème, c'est qu'une adoration, c'est bien, en vrai. Devant une télé, c'est chiant. Et là, on est là-dedans, quoi. On est vraiment sur des... ce qui sont beaux, hein, c'est des beaux plans. Hein. C'est pas de la caméra de papa, c'est des très léchés. Puis on est en Aix-en-Provence, au lever de soleil, coucher de soleil, c'est très joli. Mais au bout d'un moment, il faut un peu de cinéma pour révéler, quoi. Voilà. Bon, donc c'est dommage. Alors, nous avons une belle récolte aujourd'hui. Donc, Laurel et Hardy, tout public. Tout public. La chute de l'Empire américain. Nous attendons la version de Frédéric, Le mystère d'Henri Pic, que je conseille beaucoup, et Frédéric a vu aussi, Exfiltré, puis Vice. Mais Vice, vu la forme, je ne peux pas le recommander. Et Arthur nous conseille depuis Mediapart ce documentaire. Merci beaucoup à tous deux. À mercredi prochain. Oui. Au revoir, chers amis de TV Liberté. Bonjour, chers amis de TV Liberté. Nous partons en voyage avec un poète qui s'appelle Frédéric Andreu. Bonjour Frédéric. Bonjour madame. Cette rubrique livre va être très étonnante parce que Frédéric est un voyageur et un chercheur de mots.
il cherche l'or dans la rivière des mots. C'est une expression magique, je trouve. Et il a fait des études de lettres à Lyon 3, et puis le Nord l'a attiré, l'a charmé, et il est parti au Danemark, en Russie, en Norvège, et il a rédigé des notes, des cahiers, qui sont un bouquet de poésie et de pensée pas du tout politiquement correcte. Frédéric écoute de mauvaises radios, regarde de mauvaises télévisions. Et donc, nous retrouvons dans ces livres des tas de gens que nous connaissons bien, et c'est quand même très amusant. Des grands écrivains, Céline, Junger, Gracq. Alors, première question. Alors, je vais lire peut-être votre jolie définition du voyage. Vous avez été attiré par le voyage, et pas n'importe quel voyage, le voyage en bicyclette. Pourquoi, Frédéric ? Eh bien, parce que il m'a semblé que la bicyclette permettait à la fois une immersion dans les cultures, les pays, les paysages, une disponibilité et une lenteur qui sont effectivement les aspects fondamentaux pour aller autrement vers l'autre. Donc c'est une forme un peu nomade de découverte de l'autre. La Finlande, la Russie, le Danemark des chemins, voilà ce que signifiait partir. Après cela, aller vivre réduit à l'état de cerise sur ce gros gâteau libéral, humainement impossible. Et après, vous continuez. Alors, il y a deux versions à vos livres. Il y a une version normale, Vélodyssée en terre nordique, et une version plus courte, des extraits, qui s'appelle Alcudia ou le reboisement de l'imaginaire. Alors, pourquoi est-ce que d'abord vous avez écrit pourquoi vous avez fait deux livres ? Bien, en réalité, le premier que vous avez cité, madame, il s'agit d'un journal de voyage. Oui. En fait, ce sont des notes prises pendant le voyage. Le voyage a eu lieu en été. Et le second, en fait, le second a été écrit à la faveur de l'hiver. Ce sont des souvenirs de voyage, des images m'apparaissent souvent l'hiver, à la faveur des belles soirées du mois de décembre, et mes souvenirs se transforment en vision poétique. Vous êtes un gars de la campagne. Vous avez été élevé où dans votre première jeunesse ? Est-ce que vous êtes sensible aux oiseaux, aux fleurs, aux nuages ? Tout à fait. J'ai eu la chance d'avoir des parents qui m'ont, tout en étant citadin moi-même, mes parents nous ont toujours, moi et ma sœur, nous ont toujours conduits, nous ont mis en contact avec la nature. Vous aviez des grands-parents dans la campagne ? J'ai connu effectivement mes grands-parents. Qui étaient à la campagne ? Qui vivaient à la campagne, voilà. Et plus précisément dans les monts du Lyonnais. Voilà. Alors, deuxième chose extraordinaire, vous créez votre maison d'édition sur Internet, ce qui est une idée géniale, et vous appelez cette maison d'édition Alcudia. Oui. Alcudia Édition. Alors, dites-nous, où est Alcudia ? Eh bien, je dirais qu'Alcudia est à la fois partout et nulle part, parce qu'il s'agit de la cité du pays de l'imaginaire. Et plus exactement, alors je ne suis pas l'auteur du terme, je ne suis pas l'inventeur du terme, mais je crois que nous avons un ami commun, n'est-ce pas, qui est lui l'auteur de ce terme. Et cet ami, c'est évidemment des aigles solaires de la littérature française. Eh bien, c'est effectivement Robert Brasillac. C'est dans le roman Comme le temps passe, les deux enfants sur la plage voient une ville au-delà de la mer, illuminée, et ils en rêvent.
Tout à fait. Et c'est Alcudia. Et je vous ai rencontré, lisant comme le temps passe, à votre stand, au stand de Civitas, tout à fait. à Rungis. Et je signale tout de suite aux téléspectateurs qu'ils peuvent retrouver Frédéric Andreu le 30 mars à Rungis. Et puis ils peuvent le retrouver sur Internet, puisque Alcudia Édition a son site. Tout à fait. Alors, tout de suite, plantons le décor, parce que ce n'est pas n'importe quel livre de voyage. Votre deuxième titre, Frédéric Andreu, c'est Alcudia ou le reboisement de l'imaginaire. Expliquez-nous ce très joli titre et cette jolie métaphore. Oui, alors effectivement, face au désert qui croît et qui semble irrésistible, le désert néolibéral, il m'a semblé qu'on pouvait opposer à cet ensablement des lignes d'arbres solides et robustes. Et, avec des racines. Avec des racines, effectivement, des racines européennes solides. D'où ma démarche de jouer sur la veine poétique, de suivre la veine poétique de mes voyages. Mais vous aimez le jeu de mots, vous aimez jouer avec les mots, vous aimez infiniment la poésie, vous en écrivez de très belles, Merci. je vais en lire. Vous êtes... alors, il y a un texte que j'ai adoré et qui est évidemment très d'actualité et donc que je vais lire, parce que quand même... Gilles est, E-S-T, jaune. Gilles est un ouvrier de montage des usines Renault. Gilles est un paysan de la Bresse. Gilles est un postier de la banlieue parisienne. Hier, Gilles était vert de peur de perdre son emploi. Aujourd'hui, il est rouge de colère. Aujourd'hui, Gilles est jaune. Gilles votait parfois à gauche, parfois à droite. Aujourd'hui, il a désigné l'ennemi. Il désigne l'ennemi parce que l'ennemi l'a désigné. Lui, l'homme différencié, comme l'ennemi à abattre, afin de parvenir à fabriquer l'homme indifférencié. Il l'a désigné comme la vache à lait d'un système à traire les actifs pour nourrir les inactifs, voire comme la vache à abattre. Vous avez un don de... On a envie de vous lire à haute voix et on a l'impression que vous pourriez faire un spectacle, un one-man show, tellement vous êtes... Vous nous entraînez dans votre folie du langage, folie très rationnelle et très signifiante. Ça, Oui. Gilles est vert de l'idée de perdre son travail, il fallait y penser. Alors, la poésie tout de suite, la poésie au Danemark, ça c'est... Vous avez toujours aimé la poésie ? Je rappelle que vous avez fait des études de lettres à Lyon 3. Tout à fait. Tout de suite, vous écrivez... Je salue mes professeurs. On est tous redevables, vous savez, de nos pères. Et je salue mes professeurs de Lyon 3, bien sûr. J'ai toujours aimé la poésie. Et je pense que la différence entre la prose et la poésie, c'est que, quelque part, donc la différence entre le premier livre et le second, hein, c'est un peu la même chose. Disons que nous cherchons l'inspiration et nous arrivons à écrire de la prose. Mais dans la poésie, c'est l'inspiration qui vient vers nous. Vous voyez, c'est un peu une démarche inverse. Et ce sont des cadeaux, je dirais, des cadeaux du ciel. Moi qui suis croyant, je crois au ciel. Donc, parfois, comme ça, à la faveur d'une soirée de décembre, il m'arrive des souvenirs de voyage fécondent mon imaginaire et c'est parti pour un tour. Ouais. Un tour de verre. C'est vrai, vous êtes très sensible à tout ce qui se passe à l'extérieur et vous êtes très attentif à vos souvenirs qui reviennent. Oui, ce sont effectivement, je suis très, comment dirais-je, très sensible aux mots souvenirs. Je crois que nous avons beaucoup plus sous la couche épaisse de nos actes, notre âme d'enfant demeure, disait une poétesse. Et je crois que nos souvenirs contiennent des parts de vérité, une poésie qui ne demande qu'à être redécouverte. J'adore d'ailleurs le mot de Charles Maurras. Excusez encore un auteur qu'on ne doit pas citer, mais allons-y. Charles Maurras qui, je crois, avait dit « Le ver retient dans ses griffes d'or l'édifice éboulé
de la connaissance. Oui, c'est magnifique. C'est absolument magnifique. Oui, oui. Et cette phrase n'en finit pas de Le travailler en vers moi. retient dans ses griffes d'or. On Retient a dans l'impression que le langage est un fleuve et que le poète est là. Et ce que j'ai dit, le poète est un chercheur d'or dans la rivière Tout à des mots. fait, tout à fait. C'est exactement cette idée. Oui, Alors un poème. Au Danemark, je suis au Danemark, j'ai perdu mon argent au croisement des chemins. Parti sans te dire au revoir, ta voix pleine de voyage est mon plus beau fleurissement. Ta voix est le village où se retrouvent les enfants. Je n'ai jamais vécu qu'à la hauteur de tes épaules, qu'à la blancheur de tes dents. J'ai perdu mon argent dans les bars du Danemark, mais j'ai trouvé mon or dans le creux de tes mains. Voilà, il n'y a pas besoin de faire une démonstration plus longue, vous êtes un poète. Alors, l'autre écriture, la prose, vous avez des maîtres quand même solides. Céline, Junger, Gracq. oui, effectivement. L'un de vos chapitres s'appelle Balcon sur la mer. Un balcon sur la mer, oui, oui, en référence à un livre de Julien Gracq. Et j'ai aussi un autre auteur, je dirais, qui a beaucoup compté pour moi et qui compte toujours pour moi, et je le salue, donc Jean Audry. Oui, Jean Audry. Jean oui, Audry, à qui je dédie le livre. Oui, Voilà. oui, alors on va expliquer pourquoi Jean Audry, on y va tout de suite. Le point de départ de votre voyage, qu'est-ce que c'est? Alors, le point de départ du voyage. Velle Odyssée, en Voilà. terre nordique. Voilà. Effectivement, dans le titre Vélodyssée se trouve La le mot réponse. Odyssée. Oui. Voilà, alors, la réponse se trouve un peu dans la question. Oui. Oui, en réalité, à la faveur d'une pause pendant mon voyage, je découvre un article relatant une découverte absolument incroyable. Et cette découverte est relative donc au passage d'Ulysse en mer Baltique. Donc Ulysse le rusé, Oui. que tout le monde connaît, Serait monté dans la mer Baltique. Oui. Et non seulement il serait monté dans la mer Baltique, mais lui-même aurait été un homme du Nord, en fait. Et cette légende nordique donc serait progressivement se serait introduite en mer Méditerranée. et aurait été récupéré par les Grecs. Voilà, récupérée par les Grecs, effectivement. Alors d'où l'idée de partir dans une quête un peu arthurienne, un peu odysséenne. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que l'étymologie des mots appuie cette thèse. Ode, c'est l'île, et Issus, c'est Ulysse. Tout à fait. Donc, c'est l'homme. Et donc, vous trouvez, vous allez sur l'île, Tout à fait. sur cette Ithaque. Sur Ithaque, cette île. vous l'avez... Tout à fait. Sur cette Ithaque qui se trouve donc actuellement dans un pays qu'on appelle le Danemark. oui. Vous voyez, j'en profite pour signaler la symétrie tout à fait étonnante qu'il y a entre le Danemark et la Grèce quand on regarde sur la carte. Ah oui. Alors, ce qu'il y a d'étonnant, c'est que vous fournissez à la fin du livre en annexe des gravures rupestres de Fossum en Suède, Oui. qui sont en effet très évocatrices Tout à fait. du périple d'Ulysse. Où certains auteurs ont cru voir dans ces gravures rupestres, des scènes de la guerre de Troie. Et cet Italien Felice Vinci, qui reconnaît Troie dans un village finlandais éponyme qui s'appelle Troia. Effectivement. Mais enfin, moi j'aime bien aussi j'ai lu le livre de Schliemann sur Troie, Oui. cet Allemand archéologue Oui. qui a découvert Troie avec toutes les richesses. Et donc j'étais... Bon, où est Troie? Est-ce que c'est pas un peu Alcudia? Très probablement. Et puis alors vous allez très très loin puisque vous épiloguez sur le thème mythologique de la délivrance de la fiancée solaire. La belle Hélène, Tout à fait.
qui, enlevée par Paris, tient le rôle de la fiancée Oui, oui. solaire. C'est quand même... Tout à fait. Et cette c'est le thématique de la délivrance de la fiancée solaire se retrouve effectivement dans la trame explicative de Jean Audry. Et Jean Audry, à partir de cette thématique, reconstitue toute une tradition occultée aujourd'hui, et cette tradition qu'il appelle, en tant que linguiste, il l'appelle la tradition indo-européenne. oui. Et cette tradition, je crois qu'à l'heure où nous parlons, M. Audry est en train de finir de rédiger son livre. Nous attendons donc son livre avec impatience. Oui, il dit qu'un peuple dont on supprime les traditions, dont on veut ignorer les traditions ou les remplacer par d'autres, est un peuple mort. C'est évidemment... Patrice de la Tour du Pin avait dit à peu près la même chose. Les peuples qui n'ont plus de légende se condamnent à mourir de froid. Oui, je vais faire une émission bientôt sur Patrice de la Tour du Pin. C'est prévu, c'est prévu. Vous avez rencontré Dominique Vénère. Alors oui, effectivement, j'ai eu cet insigne honneur. J'ai pu rencontrer Dominique Vénère. Et j'en garde effectivement un souvenir ébloui. Ce que je me souviens de Dominique Vénère, de sa personne, c'est tout simplement qu'il se tenait très droit. C'était un homme très droit, physiquement très droit, et dont les mots, très économes, percutaient. Je me souviens précisément de cette rencontre qui a duré peut-être quelques minutes, à la faveur d'un salon du livre. Et je vous assure que ça m'a fait quelque chose quand j'ai su comment il a... Sa mort, oui. Comment il est parti. Alors, revenons à Jean Audry, qui devait certainement connaître Dominique Vénère. Et dans la belle revue Enquête sur l'histoire, il y a dû y avoir des entretiens avec Jean Audry. Vous l'interrogez et vous lui dites, vous évoquez 4 cercles concentriques de la société indo-européenne. Quel est celui qui vous semble le plus urgent à défendre aujourd'hui ? Et il répond, les 4 cercles d'Émile Benveniste sont ceux de la société tribale, qui n'est pas propre aux Indo-Européens. 2 d'entre eux ont disparu depuis très longtemps, le clan, devenu le village, et la tribu. 2 autres ont survécu jusqu'à nos jours et sont aujourd'hui attaqués. La famille nucléaire et le lignage, ce sont ceux-là qu'il faut défendre. C'est très rigoureux comme réflexion et c'est exactement ce qui s'est passé. Oui, c'est un peu le... On supprime les villages parce qu'en effet, c'est un pôle de résistance. Tout à fait. On supprime la toutes tribu, les frontières, les limites, qu'elles soient géographiques, sociales ou humaines. Oui. Et le libéralisme ne peut fonctionner qu'en détruisant... La logique interne au libéralisme, c'est en détruisant toutes les limites. Toutes les limites qui nous maintiennent, je dirais, droits, que ce soit individuellement ou collectivement. C'est-à-dire que nous devons devenir un citoyen du monde. C'est ça, nous devons devenir des atomes interchangeables. C'est tellement mieux. Et ce qui est drôle, vous m'avez appris que Terence, le poète latin, se foutait déjà des citoyens du monde. C'est Terence qui, le premier, aurait utilisé cette formule, citoyen du monde. Oui, oui. Donc, vous voyez, ça remonte pas loin. Ça remonte pas. C'est une vieille habitude chez l'homme. Oui, voilà. D'ailleurs, Terence, c'est la fin de l'Empire romain. Bon, donc ça s'explique. Il y avait déjà des citoyens du monde à la fin de l'Empire romain. Alors, vous ironisez sur citoyen du monde, c'est fantastique. Tant pis si le monde n'a jamais été et ne sera jamais une catégorie politique. Se dire citoyen du monde fait si bonne impression dans les salons des grands hôtels internationaux. Et puis, la modernité nous procure des smartphones toujours plus performants, des destinations low cost toujours plus lointaines, et cela suffit à nous donner l'illusion d'être citoyen du monde. Ce qui est intéressant, c'est la suite. Cerise sur le gâteau, nous avons les droits de l'homme. Nous n'avons donc plus besoin de l'Iliade et de l'Odyssée, plus besoin de l'Évangile, plus besoin de ces vieux grimoires poussiéreux, tout juste bons pour les rayons de bibliothèque. Ça, c'est quand même quelque chose de... Alors, vous êtes... vous voyagez encore ?
Alors, je voyage. Vous partez combien de temps? Alors, en général, je pars l'été, surtout puisque mes horizons préférés sont les horizons nordiques. Donc, je préfère partir l'été. Et j'écris l'hiver. Donc, vous voyez, c'est une activité saisonnière. Je pars combien de temps? Alors, en général, pendant les vacances, juillet-août. Et j'écris pendant le mois de décembre. Voilà. Tout à fait. Je dois préciser que ce livre que vous tenez entre les mains, Madame Brassier, c'est aussi l'histoire d'une amitié, une amitié avec Wilfried, mon compagnon de voyage, qui est autrichien. Oui. Et qui participe à tous vos voyages? Et qui, on essaye de se retrouver. Wilfried Steinbach, on peut retrouver des informations sur Internet, qui a fait plusieurs fois le tour du monde en vélo. Enfin, c'est quelqu'un qui... oui, vous le rencontrez, il vient vous voir au salon d'ailleurs. J'espère, oui, tout à fait. Oui. Il y a une scène dans votre livre. Mais il est aussi littéraire que vous? Pas du tout. Et il est extrêmement timide. Alors là, c'est notre point commun, si vous voulez. Et en fait... vous arrivez quand même à coucher sur le papier des choses. Oui, mais si j'arrive à écrire, c'est peut-être pour compenser ce que vous n'arrivez pas à dire. Mais en tout cas, Wilfried est un compagnon de voyage hors pair et qui a su nous sortir de maintes situations un peu difficiles, un peu délicates, puisque en traversant notamment la Russie, nous avons traversé une forêt remplie d'ours. Et ce ne sont pas des ours hollywoodiens, c'est pas des bisounours, c'est des ours, c'est des grizzlies. Donc, mais nous n'avons pas rencontré d'ours. En revanche, j'ai rencontré la peur de l'ours. Ce qui suffit à donner la réalité de l'ours. Peut-être, oui. Frédéric Andreu, je voudrais vous remercier pour ce journal de voyage. Vers l'Odyssée en terre nordique, j'aurais adoré partir en bicyclette. Moi aussi, parce que vous avez raison, c'est en bicyclette que l'on sent les parfums, que l'on voit les couleurs et que l'on rencontre des gens, c'est évident. Donc, quand on ne peut plus le faire, eh bien, on vous lit et on est très, très heureux. Votre sens de la poésie et votre insolence est bienfaisante. Donc, ce sont 2 livres que je prescris pour toute notre mélancolie contemporaine. Lisez Frédéric Andreu. Vous tapez Alcudia Édition et vous allez retrouver Frédéric Andreu le 30 mars à Rungis. À Rungis. Merci beaucoup, Frédéric. Merci, madame, et merci aux téléspectateurs de votre écoute attentive. À la semaine prochaine.